Euh, je dois parler de Deleuze. Et bon, j'ai suivi le cours de Deleuze pendant, je crois, 3 ans ou bien 4 ans. Les années où il a parlé de Foucault, de Leibniz, et puis des films. Et bon, pourquoi je suis allé en France? Bien sûr, c'est pour pour écrire une thèse sur la littérature française, surtout la poésie française du 19e siècle. Ça ne concernait pas tellement Deleuze, mais avant mon départ du Japon, j'ai beaucoup lu Deleuze. Bon, il y a aussi des Derrida, Foucault, etc. Il y a beaucoup de philosophes français qui m'ont intéressé. Mais comme ça, sans aucun motif tout à fait spécial, j'ai commencé à suivre les, le cours de Deleuze. Et d'ailleurs, l'atmosphère de Saint-Denis était très très différent de ce qu'on a au Japon dans la faculté. C'est-à-dire ce sentiment, ce sentiment de, comment dire, la solidarité entre le prof et les étudiants. Euh, et puis cette fumée de tabac, de cigarettes, tout ça, c'est complètement différent du Japon. Ça m'a beaucoup rigolé. Et puis petit à petit, j'ai compris que bon, Deleuze, en même temps que philosophe, Deleuze, c'est un pédagogue tout à fait exceptionnel. Par exemple, s'il y a un étudiant qui pose des questions sur, sur Kierkegaard, par exemple, Deleuze commence par parler des couleurs, par exemple. Des couleurs, et puis il y a 4 couleurs principales, etc., etc. Et petit à petit, il entre dans le sujet, c'est-à-dire il entre dans la philosophie de Kierkegaard. Comme ça, j'ai compris que bon, dans la tête de Deleuze, il y a toute une histoire de la philosophie occidentale, et puis il a beaucoup de tiroirs dans sa tête. Et, bon, comme ça, j'ai suivi ses cours. Et, mais c'est plutôt, à l'époque, c'est plutôt Foucault qui m'a vraiment influencé. Et j'ai écrit ma thèse un peu en s'appuyant sur la philosophie, surtout sur sa méthodologie de recherche historique. J'ai fait ma thèse sur l'histoire de la versification française. Bon, Deleuze était un peu à côté de moi dans, dans mon propre travail de la rédaction de la thèse. Et je suis rentré au Japon, je suis devenu prof de littérature française et de la pensée française. Et maintenant, curieusement, je sens que la philosophie de Deleuze est très vaste dans un sens de plusieurs facettes très grandes, très comme horizons, très étendues, etc. Et on peut appliquer, ou bien on peut comprendre Deleuze d'une manière, de plusieurs manières. Et la philosophie de Deleuze permet euh, de, de trouver quelque chose d'important, même pour la société japonaise. Euh, Moi, je dirais que, bon, pour moi, moi, je ne suis pas spécialiste de Deleuze, mais pour moi, le plus important dans la pensée de Deleuze, c'est de pouvoir voir, concevoir le monde en plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont dans le monde, des choses réelles, et puis des êtres humains, des animaux,
qui vivent dans ce monde-là, et puis qui pensent, qui sentent, qui expriment. Mais il y a d'autres niveaux d'existence, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire, il y a dans son livre de La logique du sens, il y a quelques exemples tout à fait impressionnants. C'est, par exemple, il a cité le rire de chat, c'est Lewis Carroll, hein, le rire de chat qui reste même après la disparition propre de ce chat. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas, mais sur un arbre, il y a un chat, et ce chat peut sourire, peut rire. Et au même endroit que ce chat, il y a une conception de rire d'un chat. Et cette existence de cette conception de rire de chat continue à exister après la disparition de la chair de ce chat. C'est-à-dire que, bon, on vit dans ce monde-là, non seulement avec ce corps, avec cette existence-là, mais également avec cette espèce de, de fantôme, je ne sais pas, de cette âme, cette pure conception de moi-même. Et là, je trouve ça très japonaise. Je n'arrive pas à expliquer ça philosophiquement, mais cette conception du monde, c'est-à-dire, il y a deux ou trois choses qui existent en même temps sur moi, en moi. Et dès le moment où on a commencé à comprendre ce genre d'existence simultanée, on peut devenir très, très assuré, très rassuré par rapport à la vie, par rapport aux activités qu'on fait dans la vie réelle. Et peut-être les Japonais, surtout nos ancêtres, pouvaient faire de harakiri, c'est-à-dire pouvaient se suicider parce que justement qu'ils avaient cette conception de la chair. C'est-à-dire, même après la disparition de cette chair-là, il y aurait quelque chose qui va subsister. Bon, bien sûr, on a utilisé cette conception-là dans une direction tout à fait mauvaise. C'est-à-dire faire mourir les gens pour la guerre, pour l'empereur, etc., etc. Il y a toute une tragédie qui s'est produite pendant la guerre mondiale, etc. Mais cette conception, et puis cette rassurance par rapport à la vie et par rapport à l'existence est très japonaise et puis très deleuzienne.